Bonjour, chers collègues. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un questionnaire dans un cité. Donc, récemment, au mois de décembre, on a eu la mise à jour vers la nouvelle expérience. Donc, voici comment utiliser cette nouvelle expérience. Donc, en premier, il faut que vous vous rendez dans votre cours. Et puis, une fois dans votre cours, il faut que vous ayez sous évaluation questionnaire qui vous emporte dans l'interface qu'on voit à l'instant. Et puis, pour faire un nouveau questionnaire, on a le bouton bleu Nouveau questionnaire. Ou si on veut modifier un questionnaire courant, ben, il faut simplement aller choisir le bon dans la liste, cliquer la petite flèche et aller faire Modifier. Les deux vont nous rendre à la même interface qui est la nouvelle interface de configuration pour les questionnaires. Vous allez remarquer que c'est très similaire à celui du pigeonnier. C'est normal, c'est l'interface standard qui s'en vient partout là, à travers de Cité. Donc, si on passe à travers la configuration ensemble, en premier, on a le nom. Donc, si vous êtes en train de configurer, par exemple, la deuxième unité d'apprentissage, le UA2, ben, vous pouvez l'appeler examen sommatif UA2. Si c'est des travaux formatifs, donc des travaux qui comptent pas, ben, vous pouvez simplement leur donner un nom. Donc, si on met un petit nom, on met juste examen. Prochaine chose, on a la date d'échéance. Donc ça ne fait pas grand-chose à part avertir l'étudiant que il y a un examen qui va être dû à une date. Donc la date d'échéance là, fait simplement envoyer une notification. Ça change pas vraiment aucune configuration. Pour la configuration du carnet de notes, le meilleur moyen de le faire est toujours de cliquer un modifier ou lier. Et le meilleur moyen va toujours être à les lier à un examen. Comme par exemple, là, je peux aller le lier à mon test que j'ai créé dans mon carnet de notes. Donc, de cette façon-ci, là, on crée notre élément dans le carnet de notes, ou peut-être qu'il existe déjà même, et puis on va simplement le lier. Parce que si on clique sur créer et lier notre élément, ben ça va souvent débalancer notre 100% qui est déjà préprogrammé dans notre carnet de notes. Donc, simplement faire attention à ce niveau-là, là, de simplement lier l'élément. Et puis, si vous n'avez pas rien de disponible dans votre carnet de notes, ben là, il faut aller dans le carnet de notes, aller enlever une association et puis le mettre après ça par la suite directement là, à travers de ce paramètre-là d'ici là de sous ne figure pas dans le carnet de notes. Et puis, ben, au niveau de la description, ben, vous pouvez mettre votre énoncé d'examen, vos directives. Vous pouvez mettre aussi des photos, des vidéos. Ça, en cliquant là, sur le petit bouton ici à 4 icônes, le play, le pause, le cercle et le carré, ça va vous faire l'ouverture vers un choix d'insérer quelque chose. Ça peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être des photos, des PDF qui viennent de votre ordinateur. Vous pouvez vraiment inclure presque n'importe quoi. Donc, par la suite, on va passer à travers des questions dans une vidéo différent. Donc, ceci, là, je vous invite à aller voir la suite de ce vidéo qui va être l'explication de toutes les questions. Et puis là, ben, on passe à travers de la configuration. Donc, dans la partie droite, vous allez voir qu'on a 4 catégories différentes. Date et conditions de disponibilité, délai affichage, tentative et achèvement, et évaluation et rétroaction. Donc, en premier, si on passe à travers des dates et conditions, ben, si on met une date de début et une date de fin, donc on va prendre la journée d'aujourd'hui que je suis en train de filmer, qui est le 14 mars. Donc, on est 13h52, je vais mettre ça à 14h. Et puis, là va venir comment bien accéder à l'examen. Donc, la date de début ouvre l'accès à l'examen. La date de fin ferme l'accès à l'examen. Ça n'a pas rapport à la durée de l'examen, c'est vraiment le temps d'accès. Donc, si vous donnez votre examen, par exemple, là, à 14 heures, ben, on donne le 15 premières minutes du cours aux étudiants à accéder à l'examen. Vous pouvez l'allonger comme vous voulez, vous pouvez donner 30 minutes, 1 heure, la période au complet comme disponible.
mais assurez-vous de garder en tête que c'est simplement pour accéder à l'examen. Et on parle de la durée de l'examen, ben là, on va aller ici dans les délais et affichage. Donc, la durée, si on veut le changer par défaut, il faut aller cliquer ici sur Gérer le délai. Et puis là, ben, on peut mettre un délai recommandé, par exemple 2 heures. On peut dire afficher l'horloge à l'étudiant. Ou on peut mettre un délai imposé. Le délai imposé, ben, on nous donne une durée. Et puis, après ça, on donne, excusez-moi du terme, mais un overtime. Où ce que, une fois que la durée de l'examen est terminée, ben, on donne une période de temps. Comme là, ça peut être 5 minutes, comme ça peut être 2 minutes. Et puis, c'est quoi le comportement de ce surtemps-là? Donc, est-ce qu'on permet à notre étudiant de continuer de travailler? Est-ce qu'on empêche l'étudiant d'apporter d'autres modifications? Donc, ça le force à aller soumettre son examen. Ou on continue l'étudiant à continuer son travail, mais automatiquement, la note va être 0 après sa tentative. Donc, s'il dépasse le délai de soumission, ben automatiquement, lui, il va avoir une note de 0 apparaître. C'est pas vraiment utilisé. Euh, et puis ça, là, on descend encore dans les programmations, c'est une durée prolongée après le délai de soumission. Fait que c'est comme un double overtime dans un sens. Donc, on va essayer de pas utiliser ce paramètre-là. Vraiment, les deux qu'on va utiliser, c'est un ou l'autre de soit de permettre à l'étudiant de continuer ou de simplement empêcher l'étudiant, donc de forcer l'étudiant à soumettre son examen. Donc, ça, c'est au niveau de la durée de l'examen. Donc, si on revient là, dans nos dates de conditions de disponibilité, ils peuvent rentrer dans leur examen. Donc, à garder en tête que si un étudiant, il rentre par exemple à 14 heures et 1 minute, et puis la durée de l'examen, c'est 2 heures, ben, il va avoir jusqu'à 16 heures et 1 minute pour le terminer. Si l'étudiant arrive un peu plus tard, commence à 14h12, ben, il va avoir jusqu'à 16h12 pour faire son examen. Donc, c'est là, vraiment qu'on gère l'accès à l'examen avec notre date de début et date de fin. Et puis, la durée va rester la même chose et va simplement débuter quand que l'étudiant débute. Fait que si tu mets ta durée, ta date de fin qui est le cours au complet, par exemple, un cours qui est 3 heures de temps, puis tu donnes au complet le 3 heures pour se connecter, pour rentrer dans l'examen, ben, un étudiant qui commence à 14 heures va prendre son 2 heures à partir de 14 heures. Mais si c'est un étudiant, par exemple, qui se connecte dans l'examen à 16h59, ben lui, il va avoir son 2 heures à partir de 16h59. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de mettre une date de début, date de fin plus limitée pour justement gérer l'accès à l'examen. Et puis, si on coche la petite case, ça fait un petit rendez-vous dans le calendrier de ECT. Donc, c'est pas dans leur calendrier officiel de Outlook, mais ça va quand même faire une petite notification à l'étudiant qu'il y a un événement qui a été rajouté dans son calendrier. Si on continue avec les différents accès, ben les conditions de diffusion, c'est si on veut bloquer l'accès via un mur. Puis le mur, ça peut être beaucoup de choses. Fait que si on va voir les différentes conditions, il y en a une tonne. Le plus populaire, c'est souvent, si on se retourne sous les pigeonniers, c'est souvent d'avoir soumis un travaux dans une case de pigeonnier quelconque. Fait que l'étudiant a fait son évaluation sommative 1 pour avoir accès à l'évaluation sommative 2, par exemple. Mais ça, c'est souvent préprogrammé dans vos cours. Donc, à moins que vous voulez précisément mettre des différentes conditions, je vous conseille de pas toucher aux conditions de diffusion et à la place de simplement mettre un mot de passe. Le mot de passe, c'est quelque chose que les étudiants doivent rentrer au début de leur examen pour commencer le test. Tu n'as pas besoin de mettre un mot de passe qui est le plus sécuritaire. Fait que, par exemple, j'ai donné comme nom d'examen juste examen, mais je peux mettre un mot de passe bien simple, examen. C'est simplement pour gérer
euh, les étudiants qui sont absents. Donc, souvent, on va avoir des étudiants qui sont absents ou qui sont en retard. Et puis, si on met un examen, un mot de passe sous le questionnaire, ben, il faut que ces étudiants-là qui sont en retard ou qui sont absents vous demandent le mot de passe pour pouvoir accéder au test. Et puis, ben, la prochaine chose, c'est les accès spéciaux. Donc, si vous avez des cas des étudiants qui ont des besoins spéciaux, donc besoin de plus de temps au niveau avec la boussole, ben c'est là qu'on va aller rajouter du temps. Par exemple, si on ouvre l'interface d'accès spécial, on essaie de garder toujours l'accès régulier conservé, comme ça on n'affecte pas les autres étudiants. Et puis, on clique sur Inclure les utilisateurs. Ça va nous ouvrir notre liste de classes. Et puis là, ben, on peut choisir notre étudiant qui a besoin. Je prends moi Michel pour exemple. Mais on prend l'étudiant qui a besoin ça de son cheminement qui est modifié. Et puis, on peut après ça changer les dates de début et de fin. Ça marche aussi ça pour donner une reprise sans changer les accès. On peut, par exemple, là, tu as un étudiant qui te demande de faire une reprise un samedi, ben, tu peux aller précisément dire à l'examen de donner accès pour une période de temps en tant que telle, qui est différent de la période qui est configurée pour le questionnaire. Le temps loué, on peut le modifier aussi. Fait que même chose aussi, si par exemple l'étudiant a besoin de temps et demi, ben notre 120 minutes pour cet étudiant-là va devenir 180 minutes. Il va avoir euh, un petit peu plus de temps que les autres. Donc, c'est ici qu'on ferait la modification. S'il y a besoin de plus qu'une tentative, on va aller cocher les tentatives et puis on va aller mettre le nombre de tentatives qu'il peut faire. Et puis ça, ben par exemple, là, je l'ai juste fait pour Michel, mais on peut le faire étudiant par étudiant. Mais l'utilité principale de l'accès spécial, c'est de donner un accès à l'extérieur des heures qu'on a déjà préconfigurées. Donc, si on préconfigure les dates et heures, ben, on n'a pas besoin de gérer l'accès spécial à moins d'avoir une demande spécifique. Et puis, les restrictions l'adresse IP, vous n'avez pas besoin de jouer avec ces paramètres-là, juste parce que le fait que ECT est maintenant, ça fait longtemps qu'il est sur le cloud. Tous les étudiants sont techniquement sous le même IP quand ils sont dans ECT, donc on ne touche pas à gérer les restrictions IP. Donc ça, c'est au niveau de l'accès du questionnaire. On a parlé un peu de la durée du questionnaire, mais on a aussi quand même tout l'affichage à garder en tête. Donc, en premier, on a la pagination. Donc, comment on veut que notre questionnaire s'affiche. Donc, est-ce qu'on veut que toutes les questions sont affichées ensemble? Est-ce qu'on veut avoir juste une question par page, 5 questions par page, 10 questions par page? Ou on peut créer des sections et juste faire une page par section. Et puis, ben ça, vous allez voir là, quand on va faire la configuration des questions dans le questionnaire. Mais pour l'instant, simplement gardez en tête que si on met un paramètre, fait que par exemple, je mets une question par page, si vous voulez bloquer les étudiants, il faut que vous cochez la case juste en dessous là, de empêcher le retour aux pages précédentes. Donc, une fois que vous l'avez coché, mais une fois que l'étudiant complète sa question et passe à la prochaine, il ne peut pas retourner en arrière pour aller remodifier sa question. Et puis, vice-versa, si vous voulez qu'il se promène d'un bord puis de l'autre, puis il peut aller de question en question comme qu'il veut, assurez-vous de garder cette case-là décochée. Et puis ça va renforcer le choix que vous allez prendre. Par exemple, si je mets 5 questions par page et puis j'empêche le retour de page, ça va bien forcer ces paramètres-là à l'étudiant. Et puis après 5 questions, une fois qu'il passe à la prochaine page, il peut vraiment plus retourner en arrière. Donc, à garder en tête là, pour les examens qui sont un petit peu plus stricts. Pour ceux qui sont un petit peu moins stricts, je vous recommande de ne pas avoir cette case-là de cocher. Par la suite, on a le modifier l'ordre du questionnaire, donc rendre les questions aléatoires, mais au niveau du questionnaire.
Donc, si on a une liste de 15 questions, ben, chacun des étudiants va avoir les 15 questions dans un ordre différent. Au niveau de l'affichage, si on offre la possibilité d'indices, mais quand on va créer une question, on peut aller mettre un indice à l'intérieur de la question. Et puis, de là, ben, les étudiants vont voir l'indice. Donc, ça, c'est un choix à vous de l'offrir ou non. Je vous dirais que c'est rare qu'il y ait un questionnaire qui offre une possibilité d'indice. Et puis, au niveau de les alertes dans Assisté, donc quand que je parle des alertes dans Assisté, on parle vraiment là de nos trois petits boutons ici, right? Notre cloche, nos alertes de message et puis les alertes d'inscription. Si on coche la case de désactiver, mais les étudiants, eux autres, ils verront pas, ils n'auront plus accès à ces trois icônes-là, ces trois éléments de notification-là dans Cité. Et puis, ben, si vous voulez qu'ils aient accès pendant leur examen, vous pouvez le laisser décocher. Et puis, on peut gérer aussi l'entête puis le bas de page. Donc ça, c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez créer une en-tête personnalisée comme vous voulez et un pied de page personnalisé comme vous le voulez aussi. Encore une fois, c'est rarement utilisé ça comme configuration. Prochaine chose, on a le nombre de tentatives et on a aussi un endroit pour avoir des notifications. Donc, en premier, sous gérer les tentatives, on peut choisir combien de fois on laisse la chance à l'étudiant de faire l'examen. Donc, si c'est sommatif, probablement, définitivement, une fois. Si c'est des examens formatifs, donc des examens qui ne comptent pas, on peut les garder limités. Comme ça, l'étudiant, il peut le faire, puis le refaire, puis le refaire plusieurs fois pour se pratiquer. Et vous n'avez pas besoin, vous, de réinitialiser la tentative de l'étudiant toutes les fois qu'il complète un travaux pratique. Et puis, vous pouvez aussi comme personnaliser un peu ces styles de travaux pratiques-là. Si vous cochez la case ici, ça va vraiment juste reprendre les questions qui ont été mal répondues. Fait que, par exemple, vous créez un examen pratique de 50 questions et après la première tentative de l'étudiant a eu 22 bonnes réponses. Ben, la prochaine fois qu'il va faire l'examen, à la place d'avoir 50 questions, ben, il va en avoir 28. Après ça, ces 28 questions-là, il y en a eu 15, il fait une troisième fois tentative, ben, il reste 13 questions à répondre pour avoir les bonnes réponses. Donc, on peut vraiment personnaliser nos examens pratiques, mais aussi ben, pour nos examens qui comptent, donc notre unité d'apprentissage 1, 2 ou 3. On garde ça, notre tentative à 1. Et au niveau de le calcul de la note d'appréciation générale, on prend la meilleure tentative de tout le monde. Ça ne dérange pas parce que tout le monde va juste avoir une tentative. Et puis, courriel de notification, vous pouvez, par exemple, rajouter votre courriel. Et puis, à toutes les fois qu'un étudiant soumet son examen, ça vous envoie un courriel de notification qui vous dit « Hey, tel étudiant a complété l'examen! » Donc, c'est assez utile pour les examens pratiques. Pour les examens qui sommatifs, ben, dans ce cas-là, vous êtes probablement soit en classe ou en ligne avec vos étudiants. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une notification que c'est bien soumis. Souvent, ils vont vous dire « Hey monsieur, hey madame, j'ai terminé mon examen. » Et puis, ben, vous avez une notification vocale à la place d'avoir une notification par courriel. Donc, un autre paramètre à garder en tête. Et dernièrement, ben, on a au niveau du corrigé et les rétroactions. Donc, par défaut, si on a si ça figure pas dans le carnet de notes, on va avoir ici la synchronisation qui est pâlie, donc qui est pas disponible à être modifiée.
c'est parce que c'est pas disponible à être modifié parce qu'il n'est pas synchronisé nulle part. Si je vais le lier, un peu comme j'ai parlé au début, je vais juste aller le lier à mon test. Et puis, ben, une fois là que je l'ai lié, là, j'ai accès à la cage de synchronisation. Donc, de mon côté, qu'est-ce que je vous recommande de faire? C'est de garder tout décoché jusqu'à temps que la correction soit faite. Ça va dépendre de comment que vous allez faire vos questions. Euh, et puis, de là, ben, c'est là que on choisit notre choix. Là. Donc, si on regarde la configuration en tant que telle, publier automatiquement les résultats des tentatives. Donc, si vous avez de la correction automatique, ben, les étudiants, si vous cochez cette case-là, vont recevoir une notification quand ils vont soumettre leur examen, où ils vont avoir comme la page de résultats de leur examen directement une fois qu'ils l'ont soumise. Et puis, si toutes vos questions ont de l'autocorrection, mais vous pouvez le garder coché, il n'y a pas de trouble, c'est le bon résultat qui va s'afficher à l'étudiant. Si vous avez des questions de développement ou des réponses courtes ou même des réponses un petit peu plus longues, ben souvent il faut corriger manuellement. Et puis si on garde cette case-là publiée, ben on va créer de la panique au niveau de l'étudiant qui va soumettre son examen, puis il va voir son résultat. Il y a eu 10 sur 40. Mais c'est parce que il y a 30 de ces points-là que c'est des questions en développement qui sont juste pas encore corrigées. Fait que l'étudiant va être confus, il va être comme monsieur, madame, qu'est-ce qui se passe avec mon résultat? Puis il faut que tu les réassures que la correction est pas encore faite officiellement. Mais si on le garde décoché, ben, il n'y aura pas cette notification-là, et puis il n'y aura pas cette panique-là qui est causée. Une fois que vous faites votre correction, par exemple, là, il faut aller le publier. Par la suite, si c'est bien lié au carnet de notes, vous voulez aussi que le résultat s'envoie dans le carnet de notes. Et dernière chose, c'est note corrigée. Donc, une fois que on publie notre résultat, est-ce qu'on veut que les étudiants reçoivent leurs notes? Donc, on coche oui si ils veulent qu'ils reçoivent leurs notes. Et quelle sorte d'affichage de corrigé qu'on veut leur donner? Est-ce que c'est les questions qui ont eu mal, avec ou sans les bonnes réponses? Ou est-ce qu'on veut les montrer toutes les questions au complet, avec ou sans les bonnes réponses? Donc, par bonne réponse, ça, moi, je parle si vous avez mis des mots-clés, si vous avez mis les différentes corrections pour l'autocorrecteur, ben, c'est ces réponses-là qui vont être montrées. Et puis, en général, une fois qu'on a fini de corriger, ben, on donne aux étudiants accès à toutes les questions avec les bonnes réponses. Donc, ça ici, ces trois cases-là, on peut les garder décochées au début de l'examen. Et puis, une fois que vous avez terminé votre correction, vous cochez les trois, vous sauvegardez, et puis vous savez que vous avez envoyé les résultats à tous vos étudiants. Et puis, ben, si on a des objectifs d'apprentissage qu'on veut rajouter, ben, encore une fois, on peut l'associer. Pas vraiment utiliser ce paramètre-là, un peu comme les autres paramètres là qu'on avait dans les autres endroits. Et puis, c'est pas mal ça pour la configuration du